Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Un mot d'abord sur ce coup de tonnerre, cette mise en examen de Nicolas Sarkozy dont vous avez été le directeur de campagne et dont vous êtes l'ami. Oui. Et qu'est-ce que souhaitez-vous savoir ? Votre sentiment ce matin ? Tout le monde connaît, et Nicolas Sarkozy en premier, l'affection, j'allais dire éternelle, s'il me le permet, que j'ai pour lui. Et donc je pense à lui en ces moments difficiles. Pour le reste, vous comprendrez que je n'ai pas de commentaires à faire. À qui faites-vous confiance ? À la justice ou à Nicolas Sarkozy ? À ma connaissance, Nicolas Sarkozy n'est absolument pas condamné. J'ai vu hier Nicolas Sarkozy à la télévision, comme beaucoup de Français. J'ai trouvé combatif. Je n'ai pas de commentaires à faire sur une affaire de justice. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Mais il est assuré de mon affection et de mon respect. Alors, ce test social du 22 mars, environ 300 000 personnes dans la rue hier, c'est beaucoup, c'est une mobilisation qui vous fait réfléchir au gouvernement ? Toutes les mobilisations font réfléchir, et dans une démocratie, la démocratie sociale est importante. Elle s'exprime parfois par la contestation, le droit de grève ou le droit de manifester. Je l'ai regardé avec attention, en ce qui concerne la SNCF bien sûr, et ce qui concerne la fonction publique, puisque j'en suis le ministre avec Olivier Dussopt. Et alors ? C'était beaucoup, c'était massif, c'était dans la moyenne ? En ce qui concerne la fonction publique, c'est un peu moins que le mois d'octobre dernier, puisque lorsque j'ai eu à annoncer la non-augmentation du point d'indice et une partie des réformes que nous allons mettre en place, pour lesquelles nous avons 1 an de concertation, qui sont des réformes, c'est vrai, importantes, que pas grand monde n'a fait avant nous, nous constatons effectivement un léger fléchissement de cette mobilisation, mais pour autant, j'écoute toujours, et le gouvernement écoutera toujours ceux qui manifestent, ceux qui contestent. On écoutera aussi ceux qui n'ont pas manifesté, ceux qui n'ont pas fait grève. Vous dites ce matin, il n'y aura sans doute pas de printemps social ? La météo sociale est très difficile à prévoir, et je pense qu'il faut rester très prudent, et je crois que ce n'est pas une question d'être les uns contre les autres, le gouvernement contre ceux qui contestent. Au contraire, je crois qu'il y a des inquiétudes, ça a été dit par un certain nombre de gens qui ont manifesté, qui n'ont pas envie de politiser les choses, mais simplement de faire connaître leurs sentiments. Mais moi, ce qui m'a gêné hier, vous voyez, c'est que M. Mélenchon essaye de faire le 3e tour de la présidentielle. Que des agents de la SNCF contestent ce que propose le gouvernement ou soient inquiets. Que des agents de la fonction publique contestent ce que fait le gouvernement ou soient inquiets. C'est une chose, et c'est tout à fait respectable. Que M. Mélenchon essaye de se refaire, d'utiliser la colère d'une partie de cette population. Il n'avait pas le droit de défiler, Gérald Darmanin ? D'abord, c'est pas bien de huer des responsables politiques comme M. Faure du Parti Socialiste. Je pense que c'est Mélenchon qui l'a fait. Non, je dis pas que c'est Mélenchon qui l'a fait. Je pense que ce n'est pas bien en démocratie. Et puis deuxièmement, je crois que M. Mélenchon fait un peu le coucou. Il essaye d'incarner quelque chose qu'il n'a manifestement pas suscité et qui, je crois, est contraire aux principes qui veulent que la manifestation et cette contestation puissent être basées sur les demandes des agents ou des fonctionnaires et pas sur la politique politique. Alors justement, les agents, les fonctionnaires vous rappellent Emmanuel Macron à l'une de ses promesses de campagne. Il avait dit qu'il y aurait davantage de pouvoir d'achat aussi pour les fonctionnaires. Le gel du point d'indice que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est l'un des principaux sujets de mécontentement. Vous avez dit on va faire un geste, mais pour ceux qui en ont le plus besoin, ça veut dire quoi, Gérald Darmanin ? D'abord, le président de la République, dans sa lettre le 12 avril, juste avant l'élection présidentielle aux agents publics, a dit à la fois qu'il réformerait la fonction publique, qu'il ferait le salaire au mérite, ce que nous allons faire, qu'il allait augmenter le nombre de contrats par rapport aux gens au statut, sans toucher au principe du statut. Et il a surtout dit que, certes, il augmenterait le pouvoir d'achat des agents publics, comme les salariés, mais en même temps, qu'il n'augmenterait pas le point d'indice. Et ce point d'indice, c'est quoi ? C'est 2 milliards de dépenses publiques, si on fait un point d'indice, pour quelques euros sur la feuille de paie de ceux qui sont mal payés dans la fonction publique, et bien sûr, il y en a. Et nous avons choisi quelque chose de différent avec Olivier Dussopt, qui est à la fois une partie du salaire au mérite, aujourd'hui ce n'est que 5% de la rémunération des agents publics, et deuxièmement, de pouvoir faire du rattrapage sur des métiers. On pense aux infirmières, on pense à un certain nombre de métiers de catégorie C par exemple, et pas pour tout le monde, parce qu'il y a des agents dans la fonction publique qui sont payés correctement et d'autres qui sont effectivement mal payés. Donc des métiers dont les infirmières seront revalorisés quand ? Nous travaillons cette année, on a 1 an de négociation avec les organisations syndicales. Ils ont des élections professionnelles en décembre et nous présenterons un projet de loi au début de l'année 2019 avec Olivier Dussopt. Nous prenons le temps de la concertation, il y a 6 millions d'agents publics, il y a beaucoup de questions. La question des contrats, la question du statut, la question finalement de leur accompagnement social, parce que l'État est parfois un mauvais employeur. Vous savez qu'il y a 3 versants de la fonction publique, l'hospitalière, l'aide territoriale et l'État. Donc c'est beaucoup de négociations, il y a 9 syndicats et on travaillera dès lundi prochain de nouveau à recevoir les syndicats et discuter avec eux. Pour les retraités, vous aviez dit que vous ne bougeriez pas plus, et puis finalement, Édouard Philippe l'a annoncé, il y a un petit geste pour ceux qui sont autour du seuil de 1200 €, il n'y aura rien de plus, c'est votre dernier mot, comme on dit dans les jeux télévisés.
D'abord, je suis très heureux qu'au mois d'avril, nous augmentons, j'ai signé le décret hier avec Agnès Buzyn, de 30 € le minimum vieillesse. Et c'est un point important de dire que la redistribution, c'est pas une guerre de génération, c'est vers ceux qui en ont le plus besoin. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 800 € de retraite, et bien ils auront une augmentation, et ce sera 100 € de plus par mois à la fin du quinquennat. Ça sert aussi à ça, ce que nous faisons. Et deuxièmement, le Premier ministre a évoqué un cas de moins de 100 000 foyers, effectivement retraités, qui tout seuls ne paieraient pas l'augmentation de la CSG, et qui à deux, parce que nous regardons le revenu fiscal de référence, c'est un peu technique, la paye. Et nous ferons cette correction à la demande du Premier ministre et du Président de la République lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et ce sera tout pour les retraités qui continuent de se plaindre. Sur 10 retraités qui nous écoutent, il y en a 4 qui ne sont pas concernés par les mesures que nous prenons, parce qu'il y en a 4 sur 10 qui ont moins de 1 200 € de revenus. Il y en a 4 qui sont concernés, qui ont entre 1 200 € et 2 500 € de revenus par personne. Eux, dès le mois d'octobre, ils auront la suppression de leur taxe d'habitation. Et il y en a 2 sur 10, en effet, 2 sur 10, à plus de 2 500 € net par personne, qui effectivement vont contribuer à la redistribution, parce qu'il y a par ailleurs 19 millions de salariés, des gens qui sont au minimum vieillesse, des gens qui sont à allocation adulte handicapé. Il y a effectivement aussi 2 millions d'indépendants qui vont voir une augmentation de pouvoir d'achat. On a toujours assumé cette redistribution et je pense que ça fait partie de la politique sociale telle que je l'imagine. Et vous allez continuer à le faire. À l'ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi prochain, il y aura la lutte contre la fraude fiscale. Quels moyens allez-vous vous donner pour mieux combattre un fléau qui coûte, selon les estimations, entre 60 et 80 milliards d'euros au budget de l'État par an, Gérald Darmanin? Alors il est difficile de savoir combien coûte la fraude. Ce qui est sûr, c'est qu'elle coûte beaucoup et que la France ne fait pas assez pour récupérer un argent qui justement doit être dans les caisses et permettre la redistribution. Moi je suis pour baisser en général les impôts, mais je ne suis pas pour qu'on soit dans le laisser-aller. Et peut-être que la France jusqu'à présent a été un petit peu trop, non pas dans le laisser-aller, parce qu'il y a des agents publics qui font très bien leur travail, mais en tout cas à considérer que ce n'était pas une source d'équilibre des comptes publics. Nous récupérons à peu près 12 milliards de fraude chaque année, ce n'est pas assez. Est-ce que vous fixez un objectif en matière de rentrée fiscale avec les mesures que vous allez annoncer mercredi, notamment une police fiscale qui aura des moyens supplémentaires On ne se fixe pas un objectif de récupération d'argent, le plus possible sera le mieux, c'est le ministre des Comptes publics qui le dit, et je pense que chaque Français est attaché à ce que chacun paye l'impôt, mais effectivement nous allons donner des moyens que nous ne nous sommes pas donnés depuis très longtemps. Nous allons contester effectivement le principe que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans tous les pays, et que l'organisation d'une optimisation est acceptable. Nous allons pénaliser ceux qui proposent des montages frauduleux pour échapper à l'impôt. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, seul le fraudeur est pénalisé. Deuxièmement, nous allons créer effectivement... C'est-à-dire donc ça vise les cabinets d'avocats Non, il y a ceux qui conseillent l'optimisation, j'allais dire normale prévue par la loi. Ouais. Évidemment, ils doivent continuer à faire leur travail. Puis il y a ceux qui organisent par des montages la fraude fiscale. Et dans ces cas-là, ils doivent être évidemment condamnés. La deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, en lien avec le ministère de l'Intérieur, en complément du ministère de l'Intérieur, nous allons créer une police fiscale. Nous n'avons pas assez les moyens à Bercy, des moyens, si j'ose dire, d'enquête. Et le procureur de la République, le juge, pourra confier une enquête à des services de Bercy, comme il y en a à la douane, il y en aura aussi dans la police fiscale. Et ce sera des moyens très importants, parce que parfois on a du mal à caractériser cette fraude, et notamment pour les plus grands fraudeurs. Donc des mises sur écoute, des gardes à vue. Donc des moyens supplémentaires, à la fois juridiques, à la fois en équivalent temps plein, genre en hommes, et à la fois en moyens. Troisièmement, nous allons aussi utiliser... c'est quoi? C'est quelques dizaines d'agents Nous sommes en train de travailler en ce moment, de savoir exactement comment nous le faisons, et je pense que mercredi au Conseil des ministres, je serai en mesure de l'annoncer précisément, si vous me le permettez. Troisièmement, nous allons aussi utiliser ce que utilise très peu Bercy, les algorithmes, les data, la façon dont aujourd'hui nous pouvons poursuivre ceux qui sont effectivement des grands fraudeurs. Et je suis très attentif au fait qu'effectivement il y a des grands fraudeurs et que nous ne les avons pas assez pourchassés. Pas d'objectif, vous l'avez dit. Vous allez aussi dénoncer la sanction contre les fraudeurs sera rendue publique, rendre public le nom des gros fraudeurs. Ça s'appelle le name and shame américain. Effectivement, il y a des entreprises, très peu, mais il y en a, qui échappent à l'impôt de manière tout à fait caractérisée. Et sous l'autorité du juge, ce ne sera pas le ministre des Comptes publics qui le fera, il y aura la possibilité, en tout cas nous l'encouragerons, de publier, parce que la réputation effectivement d'une entreprise qui organise d'échapper de son impôt, je crois qu'elle mérite d'être connue des Français. Allez-vous revoir la liste des paradis fiscaux? Moi j'y suis favorable personnellement, et j'aurai l'occasion sans doute la semaine prochaine, avec le président de la République et le Premier ministre, de préciser le fait qu'un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs ceux avec qui nous avions l'habitude d'être polis, n'étaient pas au rendez-vous, en tout cas de ce que nous pensons être l'intelligence fiscale, c'est-à-dire le fait qu'on paye dans son pays, c'est-à-dire la France, son juste impôt. Dans l'espace européen? Moi je n'y suis pas défavorable.
dans l'espace européen. Oui, je ne fois, suis pas y compris défavorable. des pays membres de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas défavorable. Je trouve que l'Union européenne, parfois, a une vision un peu naïve des choses. Oui, vous pensez à quel pays Je crois que le Conseil des ministres, c'est mercredi. Je m'en voudrais d'annoncer, en dehors du Conseil des ministres, un certain nombre de dispositions dont les Français entendront parler pendant plusieurs semaines, Le Luxembourg ? me semble-t-il. On aura l'occasion au Conseil des ministres d'en parler. Merci Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.